En arrivant à l'anniversaire de leur fils, la belle-mère est venue accompagnée de la maîtresse de son fils, et dès que l'épouse a pris le micro, les invités et le mari se sont cachés sous la table. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il devait y avoir une profusion de ballons, de fleurs et de vases partout dans la salle, vous m'entendez bien, énormément, une quantité insensée de fleurs fraîches, les meilleures, d'un Bordeaux profond. Joseph donnait des instructions avec le ton d'un homme habitué à voir ses idées se réaliser immédiatement. Demain, c'était l'anniversaire de sa femme, et Joseph ne pouvait pas se permettre une célébration modeste. Il ne s'agissait pas d'amour pour Marguerite, ni même de respect, c'était une question de statut. Joseph était ce qu'on pourrait appeler un homme d'affaires de niveau intermédiaire. Il ne visait pas les étoiles, mais il avait une position solide, et pour cette raison, il se sentait parfois un peu trop confiant. Des années auparavant, il n'était qu'un homme ordinaire avec des ambitions, rêvant de construire sa propre entreprise et de devenir riche. Il n'avait pas démarré son entreprise seul, mais avec un associé. Cependant, Joseph avait fini par prendre le contrôle total de l'entreprise. Les épouses des hommes d'affaires prospères préfèrent souvent fréquenter les salons de beauté, siroter des cafés et bavarder, mais Marguerite, contrairement aux stéréotypes, se levait chaque matin pour aller travailler. Elle aimait apporter de la joie et de la beauté aux gens, travaillant dans une boutique de fleurs. C'est là qu'elle et Joseph s'étaient rencontrés lorsqu'il était venu acheter un bouquet de roses pour un rendez-vous avec une autre femme. Mais dès qu'il avait vu Marguerite, il avait réalisé qu'il n'était plus pressé de partir. Délicate, fragile, avec des yeux profonds et un port de tête fier, elle semblait inatteignable, telle une figure sortie d'un tableau d'un artiste inconnu. « Puis-je vous offrir un bouquet de roses, le plus tendre, tout comme vous ?» proposa Joseph, cherchant la meilleure réplique, même si elle semblait être la question la plus cliché qu'on puisse poser dans une boutique de fleurs. « Eh bien, en réalité, c'est mon privilège d'offrir des fleurs aux gens, » répondit Marguerite en riant, et pour Joseph, ce rire résonnait comme un tintement d'argent. « Dans ce cas, laissez-moi vous offrir une glace, » proposa Joseph, toujours émerveillé en la regardant. « J'adore la glace, mais seulement à la vanille, comme dans mon enfance, » répondit simplement Marguerite, et soudain Joseph eut l'impression qu'un projecteur s'était allumé au-dessus de lui, non pas un projecteur électrique, mais celui de l'amour. S'ensuivit une période de rendez-vous enchanteur. Pour conquérir le cœur de la belle et inatteignable Marguerite, Joseph devait inventer quelque chose de nouveau et d'extraordinaire à chaque fois, un vol en montgolfière, une sortie en yacht sur la mer, des promenades dans un parc à minuit et bien sûr, des fleurs, encore et encore. Finalement, Marguerite céda. Il y eut un mariage, une mère d'invités, des serments d'amour et de fidélité, et une lune de miel. Ensuite vint la routine familiale habituelle. Les femmes croient souvent que, une fois mariées, la vie se transforme en conte de fées, mais pour les hommes, c'est différent. Comme on dit, chaque homme est un chasseur dans l'âme, et une fois sa proie capturée, il perd son intérêt. L'union entre Joseph et Marguerite n'était pas une exception. Après quelques années, Joseph commença à se refroidir. Marguerite continua de l'aimer, mais elle remarquait tristement qu'il devenait de plus en plus distant, souvent blessant et relâchant sa frustration après une journée stressante. Marguerite tentait d'éviter les conflits, arrondissant les angles. Au fond d'elle, elle se reprochait de ne pas s'épanouir complètement en tant que femme, de ne pas pouvoir lui donner d'enfants. Quand, après une énième visite à la clinique, les résultats des tests s'avérèrent mauvais, Marguerite fit une dépression nerveuse. « Je n'en peux plus, je veux un bébé. Je veux changer des couches, nourrir au biberon, les voir grandir et faire leurs premiers pas », éclata-t-elle en sanglots, n'ayant même pas terminé sa phrase. Joseph se mit à arpenter la pièce, tentant de ne pas élever la voix. Ils avaient discuté de ce sujet maintes fois. Joseph s'était pratiquement résigné à l'idée qu'il n'aurait jamais d'enfant biologique, mais Marguerite voulait désespérément un enfant et s'était convaincue qu'il pourrait en adopter un dans un orphelinat. « Tu ne comprends pas que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre ? Tu n'as aucune idée de qui étaient ses parents, ni de leur histoire. On pourrait se retrouver avec un mélange génétique qui n'apportera que des problèmes. Les gens normaux n'abandonnent pas leurs enfants dans des orphelinats, » argumenta Joseph. Il avait des opinions bien arrêtées sur l'adoption, mais il finit par céder à ses supplications. Cependant, cela devint une grande source de conflit. Joseph ne ratait jamais une occasion de rappeler à Marguerite qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant et qu'ils étaient donc obligés d'élever et de dépenser de l'argent pour l'enfant de quelqu'un d'autre. « Tu es un saint, Joseph. Tout autre homme aurait déjà chassé une femme stérile depuis longtemps, mais toi, tu élèves l'enfant d'un autre, tu consacres tant de temps et d'énergie pour subvenir à ses besoins, pour qu'il ne manque de rien. Elle ne te mérite pas, oh non » se lamentait la mère de Joseph en époussetant des meubles déjà immaculés. Elle disait souvent que Marguerite était trop occupée par son travail pour s'occuper de la maison. Elle dit qu'elle a besoin d'indépendance, quelle blague. Au lieu de rester à la maison, elle devrait rôtir un poulet ou faire de la soupe pour toi. Ce n'est pas la belle-fille dont je rêvais, poursuivait sa mère âgée, incapable de se calmer, et Joseph, écoutant sa mère, ne se pressait pas de défendre sa femme. Ces paroles flattaient son ego, et il commença à croire que Marguerite ne le méritait pas, tandis que sa mère continuait à encenser son fils bien-aimé.
La clé tourna 2 fois dans la porte d'entrée, et Marguerite entra dans la maison. Voyant que sa belle-mère était en visite, elle savait que le repos ne serait pas au programme aujourd'hui. En général, Karen commençait innocemment à parler de la chance qu'avait le fils de son ami, avec une femme attentionnée, avant de se plaindre qu'il n'y avait personne pour nettoyer la maison ou préparer le dîner, et cela se terminait toujours par des accusations directes contre Marguerite. Au début, Marguerite tentait de se défendre, ne comprenant pas de quoi elle était exactement coupable, mais elle finit par abandonner. Elle endurait les reproches en silence, même si, après le départ de Karen, elle pleurait à chaque fois dans son oreiller, mais elle ne voulait pas se disputer avec Joseph à ce sujet. « Ah, voilà Marguerite !» cria Karen d'une voix plus basse de 2 tons que d'habitude, ce qui signifiait qu'elle préparait une nouvelle attaque. Et Joseph est complètement privé d'attention féminine, alors je suis là pour le réchauffer. Je pensais qu'une fois marié, sa femme prendrait soin de lui, mais il semble que sans l'attention d'une mère, il ne peut pas se débrouiller. Et toi, toujours en train de vendre tes fleurs. Quelle importance ces roses et ces marguerites ont-elles par rapport à ton propre mari? Et si c'était une vraie entreprise, quelque chose de concret, mais non, ce n'est qu'un passe-temps, déclara Karen. Marguerite força un sourire étrange et entra dans la pièce, sachant que même la veille de son anniversaire, sa belle-mère ne la laisserait pas en paix. En toute honnêteté, Karen adorait son fils. Même si la princesse Diana avait pris la place de Marguerite, elle n'aurait pas satisfait la mère jalouse. Comme on dit dans certains cercles, rien de personnel. Le lendemain devait être inoubliable. Marguerite se réveilla de bonne humeur, malgré les efforts de Karen pour la provoquer. Elle avait décidé que ce serait sa journée, et elle ne laisserait personne la gâcher. Une voiture se gara doucement devant un restaurant chic, et un couple descendit de la limousine blanche. On pourrait les imaginer marchant sur un tapis rouge, les paparazzis s'efforçant de capturer leurs photos dans une pluie de flash. Bien sûr, Joseph et Marguerite n'avaient pas ce niveau de célébrité, mais ils avaient fière allure, comme des acteurs hollywoodiens. Joseph aimait le luxe, alors la réception au restaurant avait été organisée selon les normes les plus élevées. La salle débordait de ballons et de fleurs. Marguerite avait l'impression d'être entrée dans un pays des merveilles où seule la joie et le bonheur pouvaient régner. Elle souriait, sirotait du champagne et proposait des toasts remplis de vœux bienveillants. Marguerite, debout avec grâce dans sa longue robe élégante, au décolleté profond, perchée sur de fines talons, savourait l'attention de ses amis et connaissances. Son mari bien-aimé la soutenait doucement par le coude. Soudain, le regard de Marguerite capta un visage familier dans la foule. Sa belle-mère se tenait non loin, un sourire en coin aux lèvres. Ce sourire fit frissonner Marguerite, quelque chose n'allait pas. Karen n'était pas seule. À côté d'elle, se tenait une jeune femme, plutôt jolie, mais dont les vêtements et le maquillage étaient trop voyants, presque vulgaires, comme si elle se préparait à une sorte de bataille. En quelque sorte, elle l'était. Elle lançait des regards en coin vers Marguerite. Karen s'adressa à sa compagne. « Ma belle-fille aurait pu choisir une robe plus modeste, elle n'a plus 20 ans. Ce style serait parfait pour toi, Laura, mais pour Marguerite, c'est un peu trop osé, murmura Karen. Marguerite entendit clairement leur conversation, et cela la perturba profondément de voir sa belle-mère critiquer son apparence avec une inconnue. La compagne de Karen sourit d'un air suffisant. « Vous avez toujours eu un goût impeccable, dit-elle en se rapprochant de Karen et en lui glissant un bras autour de l'épaule, comme pour lui chuchoter un secret. C'est étonnant que Joseph n'ait pas épousé une femme comme vous. Après tout, on dit toujours que la mère est le modèle idéal pour un homme. » Les 2 femmes gardaient leurs yeux fixés sur Marguerite. « Dommage que Joseph ne t'ait pas rencontré plus tôt, » poursuivit Karen. « Vous auriez été parfaits ensemble. » Il était clair que les 2 femmes commençaient à attirer l'attention des autres invités. Les gens leur jetaient des regards curieux, et derrière Marguerite, elle entendit des rires étouffés et des murmures. Quelques bribes de conversation lui parvinrent, juste assez pour comprendre qui était cette femme et ce qu'elle faisait aux côtés de Karen. Ce n'était pas une simple invitée. La réalisation la frappa de plein fouet, cette jeune femme était la maîtresse de Joseph, et Karen l'avait sans honte amenée à la fête. Joseph a vraiment perdu toute décence, inviter sa maîtresse à l'anniversaire de sa femme, murmura une femme tenant un verre de vin rouge, en mordant dans un morceau de marmelade. Eh bien, ces tendances et progressistes, peut-être qu'ils vivent tous ensemble, répondit un homme avec un soupçon d'envie. Oh, tu rêves, répliqua la femme, irritée. Nous sommes des gens décents, pas comme certains. Marguerite balaya lentement la foule du regard. Il n'y avait plus aucun doute, tout le monde savait. Ils savaient tous que l'étrangère que Karen avait amenée était la maîtresse de Joseph. Joseph ne cherchait même pas à le cacher. Si cette femme avait l'audace de se montrer ainsi à la fête, alors Joseph devait lui avoir promis quelque chose de sérieux. Quelle humiliation! Pensa Marguerite en murmurant pour elle-même. Elle voulait partir, s'enfuir et ne jamais revoir ses gens, son mari infidèle, sa belle-mère toxique qui l'avait tourmentée pendant des années et qui venait maintenant de lui faire ce cruel affront. Mais Marguerite ne se laissa pas briser. Elle rassembla toute sa force intérieure, sourit et se dirigea gracieusement vers la scène. Les invités la regardaient, incertains de ce qu'elle allait faire. Chers amis, sa voix était douce mais portait une nuance d'acier.
Joseph et moi sommes reconnaissants de votre présence en ce jour spécial, mais aujourd'hui a été une révélation pour moi. Apparemment, certaines personnes en savent plus sur mon mariage que moi-même. Mais si mon mari a fait ce choix, alors j'accepte. Je pense que tout le monde a droit à la liberté de choix. Joseph a fait le sien, et je fais le mien de ne pas participer à cette mascarade. La salle tomba dans un silence pesant, tous attendant anxieusement la suite. Personne n'aurait imaginé que ce couple emblématique pourrait se séparer. Joseph, un homme d'affaires prospère, des hommes comme lui n'étaient pas quittés. Et Marguerite, belle, compréhensive, aimante les femmes comme elle n'était pas abandonnée. Pourtant, ces mots brisaient ses illusions. Joseph, c'est dommage que tu n'aies pas trouvé le courage d'admettre que tu aimais quelqu'un d'autre. Je te souhaite du bonheur, tu es libre maintenant. Je ne suis pas le genre de femme qui peut vivre avec un tricheur. Avec la tête haute, Marguerite descendit de la scène et traversa la foule avec fierté, se dirigeant vers la sortie. Les invités s'écartèrent en silence pour la laisser passer. Joseph resta là, abasourdi. Il n'avait jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. En tant qu'homme fortuné, il avait l'habitude de résoudre ses problèmes simplement en fixant un prix. Il était persuadé que Marguerite ne risquerait jamais de renoncer à sa vie confortable. Dès que sa mère était entrée dans le restaurant avec Laura, Joseph les avait observés avec une anxiété grandissante. Au fond de lui, il espérait que tout se passerait sans incident. Mais quand Marguerite était montée sur scène et avait commencé son discours, son visage était devenu livide. Il jeta des regards furieux à sa mère, perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait amené sa maîtresse ici. C'était elle qui l'avait présentée à Laura, la fille de proches amis de Marguerite. Joseph avait apprécié sa compagnie, et bien qu'il n'ait pas caché qu'il avait une autre femme dans sa vie, il n'avait jamais prévu que sa femme et sa maîtresse se rencontrent de cette façon. Dès que Marguerite quitta le restaurant, laissant derrière elle l'atmosphère festive, sa force s'évapora. Des larmes coulèrent sur son visage de manière incontrôlable. Elle avait l'impression qu'un couteau lui avait été enfoncé dans le dos. La seule personne qui se précipita à sa poursuite fut son fils. Marguerite marchait si vite qu'Adam peinait à la suivre. Il ne comprenait pas pleinement ce qui venait de se passer, mais en voyant sa mère pleurer, il luttait pour retenir ses propres larmes. « Marguerite, où vas-tu » appelèrent des voix derrière elle alors qu'elle fuyait presque les invités, son mari, et la honte. Karen, trébuchant sur des talons trop hauts pour son âge, commença à regretter ses actions. Elle se hâta pour rattraper sa belle-fille, voyant le regard désapprobateur de son fils face à ce qui venait de se passer. Elle prit un peu peur et voulait tout annuler, mais elle n'atteignit pas Marguerite à temps. Abandonnant sa course après sa belle-fille en fuite, Karen retourna vers le restaurant animé, où il y avait encore des amuse-bouches, de la musique, du champagne, et aucun temps pour s'inquiéter des larmes de Marguerite. Joseph, toujours un peu stupéfait par le discours de Marguerite, ne la poursuivit pas non plus. Il ne s'attendait pas à une réaction si audacieuse de sa part, mais il n'allait pas la suivre. Cela semblait au-dessous de lui. Elle va se calmer et revenir d'elle-même, pensa-t-il. Garçon, 2 shots s'il vous plaît, appela-t-il au jeune homme qui servait le banquet, puis il se tourna vers Laura et dit, ma chère, veux-tu danser? Il entoura la taille de Laura comme si rien ne s'était passé 20 minutes plus tôt. Les invités aussi détournèrent leur attention vers la nourriture et les conversations légères, et bientôt, plus personne ne pensait à la reine de la fête. Pendant ce temps, Marguerite errait dans le parc sombre avec son petit garçon, sans se rendre compte de la distance qu'ils avaient parcourue. Les buissons de lilas étaient plus hauts qu'une personne et formaient un mur naturel autour d'eux. Marguerite commençait à sortir du choc qu'elle venait de vivre, mais un sentiment d'inquiétude s'insinuait en elle. Elle n'était pas tout à fait sûre de l'endroit où ils se trouvaient ni de comment retrouver le chemin de la maison. Marguerite tenta de ne pas montrer à Adam qu'ils étaient perdus, serrant sa main un peu plus fort. Soudain, les buissons se mirent à bruisser. Marguerite se tourna vers le bruit des branches qui craquaient et devint pâle. Comme dans une mauvaise scène de film, 3 hommes surgirent de l'obscurité, dégageant une ambiance inquiétante. L'un d'eux faisait tourner une chaîne autour de son doigt avec des mouvements rapides et nets, pour ensuite la laisser retomber en place. Un autre sortit une cigarette de derrière son oreille, l'alluma et souffla la fumée directement dans le visage de Marguerite. Le troisième esquissa un sourire en sortant quelque chose de sa poche. À la faible lumière d'un lampadaire au loin, elle aperçut une lame. « Tu veux retirer ces boucles d'oreilles toi-même ou tu as besoin d'aide » lança l'un des voyous. « L'argent, le téléphone, la carte. »« Vide ton sac » ajouta le second, un sourire mauvais aux lèvres. Son fils se cramponna à elle, les yeux grands ouverts, fixés sur l'homme qui représentait clairement une menace pour lui et sa mère. Marguerite comprit que crier à l'aide ne servirait à rien, si loin dans le parc, personne ne les entendrait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas risquer d'aggraver la situation. « Oui, d'accord, je vais vous donner tout ce que j'ai » dit-elle rapidement, sa voix tremblante tandis qu'elle fouillait son sac à la recherche de son portefeuille et de son téléphone. « Prenez tout, mais ne nous faites pas de mal. Vous faites peur à l'enfant, supplia-t-elle, les larmes au bord des yeux. Il va bien falloir qu'il s'habitue au vrai monde un jour, se moqua l'un d'eux en tendant la main pour attraper son sac. Ses compagnons éclatèrent de rire à cette plaisanterie cruelle. Marguerite cligna des yeux rapidement, sentant la panique monter en elle, alors qu'elle cherchait désespérément quoi faire ensuite.
Puis, de nulle part, elle entendit des pas. Un homme d'une 60aine d'années apparut sur le sentier. Il portait un uniforme de travail, clairement un employé du parc. Il marchait d'un pas vif vers eux, sortant une lampe de poche et l'allumant directement sur le groupe d'hommes qui harcelaient Marguerite. Puis, avec un sifflement aigu, il souffla dans un sifflet strident qui résonna à travers les arbres. Les voyous furent pris de court, manifestement surpris de trouver quelqu'un dans cette partie isolée du parc. Un témoin était la dernière chose dont ils avaient besoin. « On se tire, les gars » cria celui qui jouait avec le couteau. Ils n'eurent pas besoin qu'on leur dise 2 fois et disparurent aussi vite qu'ils étaient arrivés, s'évanouissant dans les buissons comme ils en étaient sortis. « Tout va bien » demanda l'homme en s'approchant d'eux. « Ces voyous n'ont aucune honte, ils n'ont peur de rien. Demain, j'en parlerai à l'administration du parc pour qu'on répare l'éclairage par ici, et peut-être qu'on mette une patrouille. Ce n'est pas la première fois que je croise ces fauteurs de troubles, ajouta-t-il en jetant un regard vers le garçon, toujours accroché à sa mère. Ne t'inquiète pas, mon petit, personne ne te fera de mal. Ils t'ont pris quelque chose ? Demanda-t-il, inquiet. Non, répondit Marguerite. Grâce à vous, je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé à temps. Eh bien, je suis heureux d'être arrivé juste à temps, dit roi Thomas, l'homme âgé qui venait de les secourir. Mais que faites-vous ici si tard ? Vous vous êtes perdu ? Je vais vous raccompagner, proposa Théil, commençant à suspecter que Marguerite et son fils ne s'étaient pas retrouvés dans cette partie isolée du parc par hasard. En réalité, nous n'avons nulle part où aller, avoua Marguerite avec un soupir. C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais j'ai eu une dispute avec mon mari, et maintenant. Elle laissa sa phrase en suspens, faisant un geste pour montrer la situation dans laquelle elle se trouvait. Après un moment de silence, comme s'il pesait les circonstances, Roi fit une offre inattendue. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi ? Il est trop tard pour chercher d'autres options maintenant. Le garçon a l'air épuisé, il tient à peine debout. J'ai de la place, nous pourrons voir ce qu'il en est demain matin. Vraiment ? Demanda Marguerite, surprise mais soulagée. Vous êtes sûr que nous ne vous dérangeons pas ? Pas du tout. C'est juste que, je ne vis pas seul. Je vis avec mon fils. Marguerite calcula rapidement dans sa tête, devinant que le fils de roi devait avoir à peu près son âge. Vous savez, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, dit-elle, commençant à s'inquiéter. Nous devrions probablement chercher un hôtel ou quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, la rassura Roi. Mon fils est paralysé, il a sa propre chambre. Je vous installerai dans le salon avec le petit. Je ne peux pas vous laisser ici, pas en pleine nuit. Marguerite hésita, mais en voyant la détermination dans les yeux de Roi, elle finit par hocher la tête. D'accord, merci, dit-elle avec gratitude. Allez, ce n'est pas loin, nous pouvons y aller à pied, dit Roi en prenant la tête avec une démarche assurée. Il faisait déjà bien sombre, mais avec cet homme âgé à leur côté, Marguerite et son fils se sentaient en sécurité. Désolé de ma curiosité, mais qu'est-il arrivé à votre fils ? Demanda Marguerite alors qu'il marchait vers une zone mieux éclairée. Un accident tragique, répondit Roi d'un ton grave. Il n'aimait pas en parler, c'était une douleur profonde qu'il gardait enfouie. Mais il y avait quelque chose chez Marguerite qui le mettait en confiance, qui lui donnait envie de lui faire confiance. Arthur était un homme d'affaires à succès, il n'aimait pas la vie monotone. Il voyageait beaucoup, aimait le sport, surtout le parachutisme. Il avait fait plus de 100 sauts, un vrai pro. Marguerite écoutait attentivement, sentant que ce n'était pas qu'une simple histoire, mais une confession, quelque chose qui touchait le cœur de cet homme. Et sa famille, demanda-t-elle sans réfléchir, regrettant immédiatement son manque de tact. Mais Roi, perdu dans ses souvenirs amers, ne sembla pas s'en apercevoir. Bertha, sa femme, a d'abord essayé de le soutenir, mais quand elle a compris qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il ne marcherait plus et encore moins ne reprendrait les affaires, elle l'a quitté. Elle est mariée à quelqu'un d'autre maintenant. C'est la vie avec tous ses tournants, dit Roi sans amertume ni colère, sans ressentiment envers le destin. Il avait déjà accepté le sort qui lui avait été réservé. Il savait qu'il devait continuer à vivre, se lever chaque matin, aller travailler, s'occuper d'Arthur et aider les autres chaque fois qu'il le pouvait. Malgré les épreuves qu'il avait traversées, Roi était resté l'homme gentil et attentionné qu'il avait toujours été. Oui, personne n'est à l'abri d'un accident, murmura Marguerite. Elle ne savait pas vraiment quoi dire pour le réconforter, même s'il semblait que Roi n'avait pas besoin de réconfort. Il venait simplement de partager ce qu'il avait sur le cœur et n'attendait aucune réponse. Mais, ce n'était pas exactement un accident, ajouta soudain Roi, révélant une pensée qui le hantait depuis longtemps. Rien n'a jamais été prouvé, bien sûr, mais mon fils était toujours très prudent avec ses sauts. Il vérifiait tout plusieurs fois. Mais ce jour-là, le parachute a mal fonctionné. Tout semblait trop étrange. Le résultat a été une blessure à la colonne vertébrale, et l'entreprise est allée à son associé. Roi se tut, plongé dans ses pensées. Marguerite ne dit rien non plus, l'histoire qu'elle venait d'entendre ressemblait davantage à un mystère. Comme le disent souvent les détectives, il faut chercher à qui cela profite, mais elle n'était pas détective, et sa propre journée avait été remplie de suffisamment de chocs. Elle décida de réfléchir à l'histoire de Roi plus tard. Vous n'êtes pas obligé de passer juste la nuit chez moi, dit Roi, sortant de ses souvenirs tristes.
Si vous n'avez nulle part où aller, restez chez nous un moment. Nous avons largement de la place. » Pratique comme toujours, il revint rapidement aux choses concrètes. « Et toi, mon bonhomme » demanda-t-il au fils de Marguerite, qui marchait silencieusement à ses côtés, serrant fermement la main de sa mère. « Ça va » demanda-t-il gentiment. « Oui » répondit le garçon, peu habitué à se plaindre. « Avez-vous des amis ou des proches qui pourraient vous aider » continua Roy en s'adressant à Marguerite. « Vous pourriez avoir besoin de soutien en ce moment. » Il voulait sincèrement aider cette femme, mais il comprenait aussi qu'ils étaient encore des étrangers l'un pour l'autre. Il valait mieux demander de l'aide à sa famille, soupira Marguerite. « Nous avons des connaissances en commun, mais je ne veux pas les contacter, vous comprenez pourquoi. Mes parents vivent en province. » Elle hésita avant de décider de confier son secret à Roy. « Mon beau-père boit. Et, quand il boit, il devient agressif. Ma mère a peur de lui, mais elle a aussi peur de rester seule, sans lui, alors elle vit dans la peur. Je ne veux pas retourner là-bas, ils ont déjà leurs propres problèmes. » Roy tourna la tête pour regarder Marguerite, et son regard montrait qu'il comprenait tout, mais il n'ajouta rien. « Eh bien, c'est réglé alors. Vous resterez avec nous. Fiston, ça te va » demanda Marguerite en caressant doucement la tête d'Adam. Il hocha la tête en réponse et se mit à marcher plus gaiement aux côtés des adultes. La maison de Roy était petite mais accueillante, et Marguerite s'y sentit immédiatement chez elle lorsqu'ils arrivèrent. Arthur dormait déjà, donc Roy ne le dérangea pas. « Entrez, entrez, je vais faire du thé et trouver quelque chose à manger. Après cela, vous pourrez aller vous coucher, c'est plus facile de faire face aux problèmes au matin, » proposa l'hôte. Marguerite ne s'y opposa pas. C'était agréable de sentir que cet inconnu se souciait d'eux. Mais avant de s'endormir, elle trouva le numéro de son mari dans son téléphone et le mit sur sa liste noire. À partir de ce moment-là, elle ne voulait plus rien savoir de Joseph. Le soleil filtré à travers les rideaux illuminait doucement la pièce et caressait le visage de Marguerite, comme pour lui rappeler qu'un nouveau jour avait commencé. En ouvrant les yeux, elle ne réalisa pas immédiatement où elle était. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire, son anniversaire, l'agression dans le parc. Ici, dans le calme de la pièce, avec les rayons du soleil dansant, tout semblait n'avoir été qu'un mauvais rêve, comme si elle était revenue chez sa mère dans son enfance. Malheureusement, ce n'était pas le cas, elle devait se lever. Marguerite changea de vêtements et se prépara. Il y eut un léger coup à la porte. « Excusez-moi, je dois partir au travail. J'aimerais vous présenter mon fils, » dit Roy. Marguerite le suivit dans la pièce. Elle était propre et lumineuse. « Bonjour, je suis Arthur. Et vous êtes Marguerite, mon père m'a parlé de vous, » dit le jeune homme. Son visage était agréable, voire attirant, mais pâle, comme c'est souvent le cas des personnes qui profitent rarement de la lumière du soleil. Arthur tendit la main et la serra amicalement. « Marguerite, faites comme chez vous. Vous avez tout ce qu'il faut dans la cuisine. Je suis pressé, alors je vous demanderai de préparer le petit déjeuner pour tout le monde, » ajouta-t-il. Marguerite hocha la tête en signe d'accord. Malgré la convivialité de l'hôte, elle se sentait un peu gênée dans leur maison. Arthur se révéla être un excellent interlocuteur avec un bon sens de l'humour, et elle trouva agréable de discuter avec lui. Mais Madame bourdonnait autour du nouvel ami, lui posant les questions les plus inattendues. Les jours passèrent. Le téléphone de Marguerite restait silencieux. Peut-être que Joseph tentait de la joindre, mais il était bloqué, et personne d'autre ne cherchait à la retrouver. « Marguerite, j'ai besoin de votre aide, » dit Arthur un jour. « Comme vous pouvez le voir, je suis alité, et les personnes confinées au lit peuvent développer des escarres, donc il est nécessaire de prendre soin de leur corps régulièrement. » Marguerite hocha la tête, comprenant bien. Elle voulait aider ces gens gentils de toutes les manières possibles. Roy lui montra comment s'occuper de son fils. Un autre matin arriva. Marguerite ouvrit les yeux et sourit. Les oiseaux chantaient dehors, et la fraîcheur matinale n'avait pas encore cédé à la chaleur du jour. « Arthur, je ne te dérange pas ? Es-tu déjà réveillé ?» demanda-t-elle en ouvrant légèrement la porte. « Non, je ne dors plus depuis un moment. Entre, je suis un lève-tôt par nature, j'ai l'habitude de me lever tôt. Je faisais des joggings matinaux avant que ça n'arrive, » dit-il en désignant son corps sous le drap blanc. Marguerite s'approcha. « Je dois prendre soin de ton dos, » dit-elle. Elle tenta de rester calme, comme une infirmière accomplissant ses devoirs, mais il était difficile de dissimuler sa propre nervosité. « D'accord, » acquiesça le patient, bien qu'il ne tirât aucun plaisir de son rôle. Marguerite souleva habilement son t-shirt et commença à masser doucement son dos pour stimuler la circulation sanguine. En observant le corps jeune d'Arthur, elle pouvait voir qu'il avait autrefois été bien entraîné, ses muscles avaient encore leur forme, et elle ressentit une sympathie féminine pour lui. Cela devait être si difficile d'être cloué au lit, surtout à un si jeune âge. Arthur sembla percevoir ses pensées. « Ne me plains pas. Je suis coupable. J'ai pris la vie trop à la légère. La chance semblait me sourire sans effort. Je voulais lancer de nouveaux défis au destin, mais le destin trouve toujours une façon de vous déjouer, » conclut-il, comme pour résumer les réflexions qui tourmentaient son âme jour après jour. « Et il n'y a vraiment rien à faire, » lâcha Marguerite sans réfléchir. « Il y a quelque chose, » répondit Arthur brièvement, puis il se tut. Il aimait bien cette femme,
qui était entrée dans sa vie de façon si étrange il y a peu de temps. Elle était attentionnée et intelligente. Il n'avait aucune illusion et savait que dès que les choses iraient mieux pour elle, elle partirait et il ne se reverrait plus jamais. Mais pour l'instant, elle était là à s'inquiéter pour lui, à s'intéresser à son avenir. Il se sentait utile à quelqu'un d'autre que son père. Les médecins disent que j'ai besoin d'une opération compliquée, mais elle coûte une somme exorbitante. J'ai donc deux options, soit économiser, soit essayer de faire une demande d'aide. Mais la première option est irréaliste dans ma situation, et la seconde n'a que peu de chance. Pour la première fois de sa vie, Marguerite regretta de ne pas avoir d'argent. Oui, elle vivait confortablement, mais tout cela était l'argent de son mari. « Oh, si je pouvais t'aider d'une manière ou d'une autre, je donnerais tout pour que tu puisses marcher à nouveau, dit-elle. »« Merci, répondit Arthur. Il était heureux d'être allongé sur le ventre à ce moment-là, pour que Marguerite ne puisse pas voir son visage. Pendant ce temps, dans une autre maison plus riche et plus confortable, deux personnes profitaient de leur liberté. Joseph ne se lamenta pas longtemps sur le départ brutal de sa femme. Laura n'en revenait pas d'avoir conquis aussi facilement l'homme dont elle rêvait. « Chérie, pourquoi tu traînes ? Divorçons rapidement, nous signerons les papiers et nous envolerons pour les Maldives. C'est le paradis là-bas, Doris m'a raconté tout son séjour. Je veux la même chose, dit-elle. Prends tout ton temps pour t'impatienter, j'aimerais bien signer les documents aussi, mais Marguerite a disparu. Elle ne m'appelle pas et ne répond pas à mes appels, répliqua Joseph, frustré. Il n'était pas habitué à être traité de cette manière, et cela le mettait en colère contre sa femme. Karen, comme à son habitude, arriva à la maison sans prévenir. Malgré le changement d'hôtesse, la mère de Joseph n'avait pas l'intention de modifier ses habitudes. Elle pensait que tout devait être sous contrôle, et personne ne pouvait le faire mieux qu'elle. Encore une fois, sa voix autoritaire résonna dans la maison. « Bonjour Laura, Joseph, j'ai besoin de vous parler », s'adressa-t-elle à son fils. Joseph et sa mère se dirigèrent vers le salon. Karen sortit une fine cigarette de son paquet et l'alluma. « Mon fils, qu'est-ce qui se passe avec le divorce ? Tu sembles agir de manière assez désinvolte, lança-t-elle en jetant un regard agacé à Joseph. N'oublie pas qu'en étant toujours mariée à Marguerite, elle a des droits sur ton patrimoine. Tu dois tout finaliser au plus vite. En ce moment, elle est probablement encore sous le choc de ta nouvelle relation, mais je pense qu'elle retrouvera bientôt ses esprits et réclamera la moitié de ce que nous avons. Tu veux vraiment lui donner la moitié ? Ou que ? Est-ce que tu attends ? Acheva-t-elle en écrasant sa cigarette d'un geste sec. Joseph resta silencieux. Il avait effectivement négligé cet aspect. Il n'avait certainement pas l'intention de partager quoi que ce soit avec sa femme. Pendant ce temps, Marguerite était dans la cuisine, préparant le déjeuner, et des arômes agréables se répandaient dans toute la maison. Elle adorait essayer de nouvelles recettes. En ce moment, elle rôtissait de la viande avec diverses épices et légumes. Ça devrait être délicieux, se dit-elle en souriant. L'amertume de sa séparation avec son mari commençait à s'estomper, remplacée par ses préoccupations pour Arthur et leurs conversations. Après la discussion de la veille, elle se rendit soudain compte qu'elle avait droit à une part des biens qui seraient réglés lors du divorce, et elle n'avait plus besoin de s'humilier pour des questions financières. Cet argent pourrait maintenant aider Arthur à obtenir son opération. Le désir de le sauver lui donna la détermination nécessaire. Marguerite se préparait à se battre pour ses droits devant le tribunal. Lorsque le déjeuner fut prêt, Marguerite prépara le plateau et, comme d'habitude, se rendit dans la chambre d'Arthur. « Je n'ai pas faim », répondit-il sèchement à son offre de nourriture. Il était habituellement amical et ne se plaignait jamais de son appétit, mais aujourd'hui, Marguerite le voyait de mauvaise humeur pour la première fois. Ne sachant comment réagir dans une telle situation, elle hésita. « Peut-être du thé avec des pâtisseries ? Il en reste encore d'hier, suggéra-t-elle, inquiète à l'idée qu'il reste sans manger. « Non, je ne veux rien. Va-t'en, je veux être seul, » répliqua Arthur sèchement, tournant son visage vers la fenêtre. Déconcertée, Marguerite partit sans comprendre ce qui se passait ou ce qu'elle avait fait de mal. Arthur n'avait pas quitté sa chambre depuis longtemps et n'avait eu aucun contact avec ses anciens amis, mais il continuait à suivre les actualités économiques. Aujourd'hui, il avait appris quelque chose qui le troublait. Joseph, le mari de Marguerite, était le même partenaire traître qui avait pris une partie de son entreprise. Ainsi, Marguerite était aussi complice dans cette histoire. Ce n'était pas pour rien que l'on disait que mari et femme ne faisaient qu'un. Et maintenant, cette femme, par un caprice du destin, se trouvait sous son toit, dormant sous le même toit que lui. Ou peut-être que ce n'était pas un hasard, peut-être qu'il y avait là un plan caché. Ces pensées tourmentaient Arthur. Ce qui le blessait encore plus, c'était qu'il s'était habitué à Marguerite et avait commencé à lui faire confiance. Inquiète que son nouvel ami ait manqué le déjeuner, Marguerite décida de revenir le voir dans quelques heures. Elle espérait que sa mauvaise humeur se serait dissipée et qu'Arthur serait comme avant. Elle frappa doucement à la porte et entra dans la chambre, mais son humeur avait empiré. Des pensées sombres envahissaient le jeune homme, le menant au bord du désespoir. « Qu'est-ce que tu veux encore » cria-t-il presque. « Que veux-tu de moi, maintenant ?» Comme si être handicapé ne suffisait pas. « Toi et ton mari m'avez tout pris. » Marguerite faillit laisser tomber le plateau, choquée par son explosion soudaine.
Arthur ne pouvait plus se contenir. Il révéla à Marguerite qu'il avait découvert qui elle était vraiment, comment elle était entrée chez eux en toute duplicité, et comment son mari était responsable de l'accident qui l'avait presque tué et l'avait laissé cloué au lit. Marguerite écoutait, les yeux écarquillés de terreur, incapable de croire ce qu'Arthur disait. Le jeune homme ressentit le besoin de lui fournir des preuves. Eh bien, je n'étais pas encore la femme de Joseph à cette époque. Je ne savais rien de tout ça, balbutia-t-elle, les larmes coulant librement face à ces accusations injustes. Arthur se sentit frappé comme par la foudre. Il n'était pas naturellement méchant, et maintenant, devant lui, se tenait une femme égarée et en larmes. C'était lui seul qui était la cause de ses larmes. « Va-t'en. J'ai besoin d'être seul, murmura-t-il finalement. « Va-t'en. » Marguerite se précipita dans le bureau de son mari comme une furie. Elle n'avait pas de temps pour les politesses, en elle bouillonnait l'indignation et le ressentiment. Cet homme lui avait menti, l'avait trompé pendant des années. Il était tout simplement méprisable, mais elle le forcerait à réparer ses torts. Joseph était assis dans un fauteuil, examinant des documents, lorsqu'il vit soudainement Marguerite. Sans le saluer ni s'excuser de cette visite inattendue, elle alla droit au but. « Espèce de vaurien! À cause de toi, un homme a failli mourir, et maintenant il est condamné à rester au lit. Tu dois payer pour son opération et lui rendre une partie de son entreprise, sinon, je te poursuivrai en justice, dit-elle, à peine capable de reprendre son souffle, tant elle était indignée. Tous ceux qui étaient présents lors de cette scène restèrent silencieux, curieux de voir comment leur patron réagirait. Le jetterait-il lui-même dehors ou appellerait-il la police? Mais Joseph se contenta de rire effrontément. Me poursuivre? Quelle audace! Que peux-tu bien faire? Tout cela s'est passé il y a longtemps et n'a rien à voir avec aujourd'hui, ricana-t-il. Personne ne peut rien prouver. Personne, encore moins toi, la petite vendeuse de camomilles. Joseph insista délibérément sur ces derniers mots pour humilier sa femme. Marguerite sortit en courant du bureau, les larmes coulant sur son visage. Elle n'arrivait pas à croire que Joseph puisse être aussi vil. Il s'avérait qu'il avait ruiné la vie de son ami et lui avait pris son entreprise. Et elle, Marguerite, était impliquée dans cette infamie car ils avaient vécu toutes ces années avec cet argent sale. Des larmes lui brouillaient la vue, rendant difficile de voir où elle allait. Soudain, quelqu'un lui attrapa le bras. Effrayée, Marguerite poussa un cri et tenta de se dégager. « Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. J'ai simplement des informations sur votre mari qui pourraient vous intéresser, » dit la femme. Marguerite n'était pas du genre à prêter attention aux rumeurs, et dans n'importe quelle autre situation, elle aurait dit que ce n'était pas nécessaire. Mais une force inexplicable la poussa à écouter. « Allons dans un endroit plus calme, » suggéra Marguerite. La femme qui l'avait interpellée semblait insignifiante, ressemblant à une mendiante ou à une vagabonde qu'on pourrait croiser dans la rue. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à me dire, et qui est-elle? Se demanda Marguerite, mais elle décida de la laisser parler. Vous voyez, je n'ai pas toujours été comme ça, dit l'inconnu, hésitant. J'ai un diplôme en économie, et il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise réputée. Puis, il y a eu un malheureux incident avec l'un des cadres. Il est devenu handicapé, et tous les droits de gestion sont passés à son associé, qui a commencé à éliminer les anciens employés pour supprimer tous les témoins. On m'a accusé de vol, mais je n'étais coupable de rien. Avec une telle réputation, je n'ai pas pu retrouver de travail. Vous comprenez, qui voudrait d'une économiste au passé douteux? Alors maintenant, je survis. Je suis désolée, dit Marguerite, mais quel rapport cela a-t-il avec mon mari, demanda-t-elle, même si un doute insidieux commençait déjà à s'installer dans son esprit. Votre mari est celui qui m'a calomnié, qui m'a enlevé mon emploi et ruiné ma vie, répondit la vagabonde, amère, comme si elle dévoilait enfin toutes ses cartes. Mais il ne sait pas que j'ai des preuves contre lui, ajouta-t-elle en jetant un regard anxieux autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait entendre leur conversation. Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police, demanda Marguerite, sceptique. Votre mari est un homme riche, et l'argent résout bien des problèmes. Il achèterait ses documents et s'en sortirait indemne, ajouta l'inconnu d'une voix triste, craignant que Marguerite ne parte. Elle continua, je pense que vous êtes une personne honnête. Vous avez plus de moyens. Je vous donnerai ces documents si vous promettez de rétablir la justice. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Marguerite crut entendre des larmes dans la voix de l'inconnu à ces derniers mots. D'accord, je ferai tout ce que je peux, répondit Marguerite, bien qu'elle n'ait encore aucun plan en tête. Mais elle avait l'intention ferme de chercher justice. Arthur, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je comprends que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout, décida Marguerite. Elle savait qu'il était temps d'agir. Elle devait au moins essayer de faire quelque chose, sinon elle ne se le pardonnerait jamais. Elle lui raconta sa visite au bureau de son mari, comment il s'était moqué de toutes ses menaces et sa rencontre avec la vagabonde. Maintenant, j'ai des documents qui peuvent prouver que l'entreprise a été obtenue illégalement par mon mari. Nous devons aller en justice, conclut-elle. Malgré son corps qui ne lui obéissait plus, l'esprit d'Arthur restait vif comme jamais, analysant rapidement la situation. Eh bien, les chances de gagner sont minces, mais même s'il n'y en a qu'une sur 1000, cela vaut la peine d'essayer.
C'est juste qu'il m'est difficile de me présenter au tribunal, vu mon état, répondit-il. Cette réponse ne surprit pas Marguerite, elle s'y était préparée. Nous pouvons engager un bon avocat. Tout ce que nous devons faire, c'est déposer une déclaration en ton nom. D'accord, conclut Arthur, et une étincelle d'excitation illumina son regard, une étincelle qui n'avait pas brillé depuis des années. Joseph faisait les 100 pas dans son appartement, agitant des papiers en tous sens. Mais à quoi pense-t-il? Je vais les écraser. Cet homme veut prendre mon entreprise. Où va-t-il aller? Sa mère l'observait, le visage tordu de colère. Je t'avais prévenu de ne pas baisser ta garde. Ton ex s'avère ne pas être aussi innocente que tu le pensais. Et s'ils ont des preuves? Tu m'avais assuré que tout avait été fait proprement, mais les gens ne se lancent pas dans ce genre d'affaires les mains vides. Il était clair que Joseph avait peur. Il était habitué à ce que tout se déroule sans accroc ces derniers temps, et maintenant, une menace planait sur sa vie paisible. Je vais appeler l'avocat, dit-il à sa mère. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Arthur, poussé par l'espoir que justice serait enfin rendue après toutes ces années, ne pouvait plus rester allongé sans bouger. Il se souvenait de sa vie d'avant, de ce qu'il avait été, et il ressentait un besoin intense d'agir, d'accélérer le temps pour que ce qu'il n'avait jamais osé rêver puisse enfin arriver. Le téléphone à côté de son lit émit un bip. Arthur l'attrapa et lut le message. Les yeux du jeune homme s'agrandirent, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Papa! Papa! Marguerite! Venez vite !» cria-t-il. Roy et Marguerite se précipitèrent dans la chambre. Quelque chose d'incroyable devait être arrivé pour qu'Arthur les appelle ainsi, et en effet, c'était extraordinaire. « Papa, j'ai reçu un message disant que ma demande de prise en charge a été acceptée. L'opération gratuite est prévue pour le 23. Elle sera réalisée par Léon Brun lui-même, un chirurgien renommé, qui n'a jamais eu d'échec. C'est ma chance de remarcher. » Roy pouvait à peine retenir ses larmes de joie. Lui, qui avait vécu si longtemps, ne croyait plus au miracle, mais ce que disait son fils était un véritable miracle. Marguerite se précipita vers le lit et étreignit Arthur avec force. Lorsque les premières émotions se calmèrent, elle se tourna vers lui. Le 23? C'est le jour même du procès. Que va-t-on faire? Tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Non, je ne peux pas. Mais je choisis l'opération. Tu dois comprendre, la chance de redevenir comme avant vaut plus pour moi en ce moment que n'importe quelle somme d'argent ou le désir de vengeance contre Joseph. Je vais faire l'opération, pas de discussion. Alors, je représenterai tes intérêts au tribunal, dit Marguerite en se redressant, comme pour montrer qu'elle était prête à prendre cette responsabilité et qu'il pouvait compter sur elle. Très bien, je vais préparer une procuration pour toi, répondit Arthur en souriant, heureux à l'idée que le destin lui souriait enfin et qu'il avait quelqu'un de confiance à ses côtés. À mesure que le jour décisif approchait, l'anxiété grandissait chez tous ceux qui vivaient dans la petite maison, mais chacun essayait de maîtriser ses émotions pour ne pas montrer son inquiétude. Le matin du 23, Roy et Marguerite décidèrent d'abord d'emmener Arthur à l'hôpital, puis de se rendre au tribunal. Le personnel de la clinique les accueillit chaleureusement. Nous vous prions de nous excuser pour le dérangement, mais nous avons nos règles. Les patients ne sont pas autorisés à garder leur téléphone. C'est inutile pour l'instant, nous devons nous concentrer uniquement sur l'opération. Une fois que ce sera terminé, nous vous informerons et vous pourrez rendre visite aux patients. Cette condition ne sembla pas étrange à Marguerite, et elle laissa Arthur là-bas, l'esprit apaisé. La séance est ouverte, annonça le juge. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Marguerite revit son mari. Il paraissait calme, voire désinvolte, comme quelqu'un convaincu de sa propre impunité. Elle tourna son regard vers l'avocat, qui gardait un calme total et lui adressa un léger sourire, comme pour dire que tout irait bien. La session commença. Marguerite était convaincue que ce n'était pas par hasard qu'on lui avait recommandé cet avocat. Il savait exactement ce qu'il faisait, et avec les documents qu'elle avait fournis, ils avaient toutes les chances de gagner. La cour est en suspension, annonça le juge. Elle se tourna vers Roy et lui sourit. L'homme âgé, assis dans un coin de la salle d'audience, n'osait même pas bouger, comme s'il craignait de briser leur chance. Marguerite remarqua que Joseph s'approchait d'elle. « Tu te réjouis de ta victoire ?» demanda-t-il, d'un ton prêt à tout, même au pire. Mais Marguerite se força à ne pas avoir peur. « Nous gagnerons ce procès, sois en sûr, et tu auras ce que tu mérites, répondit-elle. Joseph sourit soudainement d'une manière qui lui glaça le sang. Il baissa la voix et murmura presque. « Ton cher ami est actuellement entre mes mains, avec mes hommes. C'est moi qui lui ai envoyé le message sur la prise en charge. Vous, naïf, y avez cru et êtes tombé dans le piège. Maintenant, écoute attentivement, tu retires ta plainte, et je relâcherai ton Arthur, sain et sauf. Tout le monde est content, comme avant. Sinon, tu ne le reverras jamais. » Il termina son discours avec un regard à la fois triomphant et impitoyable. « Tu mens, ça ne peut pas être vrai, rétorqua-t-elle. Joseph sortit son téléphone et lui montra le même message qu'elle avait vu sur le téléphone d'Arthur. Ce n'est que maintenant qu'elle comprit pourquoi le soi-disant personnel de la clinique avait interdit à Arthur de garder son téléphone. Cela signifiait qu'il était retenu en otage. Il n'y avait pas d'opération,
tout cela n'était qu'un plan minutieusement élaboré. Arthur avait été attiré dans ce piège, et maintenant tout dépendait d'elle, de sa décision, pour qu'il reste en vie ou non. Elle ne doutait plus que Joseph était capable de tout. C'était une décision incroyablement difficile. Marguerite se tourna vers le père d'Arthur, qui avait entendu toute la conversation, même si Joseph avait tenté de parler à voix basse. « Fais ce que tu dois, ma fille. Ne cède pas à ce chantage, cet enfoiré doit être puni. Il s'attend à ce que nous reculions, mais il n'en est pas question, dit Roi, sa voix remplie d'une telle assurance qu'elle dissipa tous ses doutes. Joseph retourna à sa place et l'observa, de plus en plus nerveux. Il était persuadé que son plan ne pouvait pas échouer, que Marguerite céderait par peur pour son ami et arrêterait la procédure. Mais elle décida de continuer. Cela ne faisait pas partie des plans de Joseph. L'avocat était brillant, chacun de ses mots faisait mouche et le visage de Joseph s'assombrissait de plus en plus. Enfin, le moment décisif arriva. La Cour a décidé d'accorder la demande de Marguerite Garnier pour la dissolution de son mariage avec Joseph Garnier, annonça le juge. Un murmure parcourut la salle. Silence, ordonna le juge. Compte tenu de toutes les preuves présentées à la Cour, les droits de propriété de l'entreprise sont restitués à Arthur Thomas. Marguerite porta les mains à sa poitrine. C'était une victoire, une émotion écrasante l'envahissait. Elle jeta un coup d'œil à Roi, qui ressentait la même chose. Joseph, lui, était sombre, empli de rage et de haine. Il avait perdu. De nouvelles preuves sont apparues, donc Joseph est placé en état d'arrestation. L'arrestation de son ex-mari eut lieu directement dans la salle d'audience, et Marguerite n'aurait jamais pu s'y attendre. « Merci infiniment, dit-elle à son avocat. Vous êtes un vrai professionnel. » Il sourit. « C'est mon métier. Je m'efforce de bien le faire. » En quittant la salle d'audience, Marguerite embrassa Roi. « Nous avons gagné. » Derrière elle, sa belle-mère éclata. « Tu as fait ton choix. Ton petit infirme ne survivra pas. » Mais l'avocat de Marguerite s'était révélé être un vrai professionnel. Pendant la pause, il avait réussi à parler à la même femme sans abri qui avait fourni les preuves. Cette femme avait suivi Joseph et sa mère et avait découvert où ils avaient emmené Arthur. Alors qu'un procès se déroulait d'un côté de la ville, une équipe d'intervention spéciale travaillait de l'autre. Arthur, retenu en otage, fut secouru en toute sécurité et tous les coupables furent envoyés à la police. Contrairement aux attentes de Joseph, tout n'était pas corrompu dans ce monde, et chacun des responsables de cette opération aurait à répondre de ses actes dans toute la rigueur de la loi. Marguerite prépara un dîner de célébration dans leur petite maison. C'était un véritable festin. Arthur riait, Roi rayonnait de joie, et Marguerite tournoyait dans la pièce avec le petit Adam. « J'ai une grande nouvelle à partager, » dit Arthur. « J'ai maintenant les moyens de payer moi-même mon opération. J'ai déjà choisi une clinique fiable et fixé les dates. Je ne veux pas perdre plus de temps. » Marguerite applaudit sa décision avec enthousiasme. « Et j'aimerais te faire une proposition officielle, » poursuivit Arthur. « Marguerite, veux-tu m'épouser ? Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et Adam. Je vous aime tous les deux tellement. Sois ma femme. » Tous les regards se tournèrent vers Marguerite, attendant sa réponse. « Oui, » dit-elle, en se penchant pour embrasser son futur mari. L'opération fut un succès, et ils célébrèrent leur mariage en petit comité, entourés de leurs amis et de leurs familles les plus proches. Il semblait que le destin avait décidé de rattraper toutes ses erreurs passées et de récompenser Marguerite et Arthur. « Je suis tellement heureuse, » dit Marguerite en regardant son mari, dont les yeux pétillants reflétaient qu'il ressentait la même chose. « Et j'ai une surprise pour toi, » dit Arthur en souriant mystérieusement. « Je suis prêt à te donner des fleurs chaque jour, sans jamais me lasser. Je sais combien tu les aimes. Mais, à la place, je vais te donner une boutique de fleurs pour que tu en sois la propriétaire et que tu puisses répandre des fleurs et de la joie aux autres. » C'était le plus beau cadeau dont Marguerite aurait pu rêver, un cadeau qu'elle n'avait même pas osé espérer. Quelques semaines passèrent. Elle coupait soigneusement les extrémités des roses écarlates, créant un arrangement d'une beauté incroyable. La porte de sa boutique s'ouvrit, et une femme au visage strié de larmes apparut sur le seuil. Avec difficulté, Marguerite reconnut Laura, la même femme qui s'était introduite si impudemment dans sa fête et avait été la cause de leur dispute. « Que voulez-vous » demanda Marguerite avec tact. Elle ne s'attendait pas à ce que cette femme ait l'audace de se présenter ainsi, mais les gens la surprenaient sans cesse par leur manque de délicatesse. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je n'ai nulle part où aller, et ne cherchez pas à me punir, la vie s'en est déjà chargée pour vous, » dit Laura d'une voix brisée. « J'ai vu l'annonce selon laquelle vous cherchiez une vendeuse, et j'ai vraiment, vraiment besoin d'un emploi. » Marguerite regarda Laura, non plus avec sévérité, mais avec pitié. Elle paraissait malheureuse et brisée. Que devait-elle avoir traversé pour changer si radicalement ? « J'ai découvert que je suis enceinte. J'attends des jumeaux de Joseph, » continua Laura, des larmes roulant de nouveau sur ses joues. « Et Joseph, comme vous le savez, est en prison. Je n'ai rien pour vivre, et qu'adviendra-t-il de mes bébés quand ils naîtront ? S'il vous plaît, donnez-moi un travail, j'en ai désespérément besoin. Vous ne le regretterez pas. » Marguerite ne s'attendait pas à une telle tournure des événements.
Peut-être qu'une autre femme, à sa place, aurait savouré l'occasion de se venger de sa rivale, mais pas elle. Entrez. Je ne garde plus de rancune contre vous depuis longtemps. En fait, je pourrais même dire que je vous suis reconnaissante, dit-elle. Laura cessa de pleurer et leva les yeux vers Marguerite, surprise, incapable de croire ce qu'elle entendait. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais rencontré l'homme avec qui je suis vraiment heureuse. Considérez-vous embauchée, avec tous les avantages sociaux inclus. Vous pourrez prendre des congés de maladie et partir en congé maternité. Tout sera compensé. Qui sait, peut-être même que nous deviendrons amis. Nous avons maintenant des intérêts communs, les fleurs et les enfants. Marguerite sourit, son cœur léger et joyeux. Elle n'était pas du genre à regarder passivement la misère des autres. Le destin, comme s'il avait décidé de la tester une fois de plus, avait envoyé cette rencontre avec Laura, et Marguerite avait relevé le défi avec dignité.